Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis une emmerdeuse. Pourquoi? Au fait, rares sont les conversations au cours desquelles je ne ferai pas mention, par exemple, du manque ou tout simplement de la mauvaise représentation des femmes et de la diversité, particulièrement au sein des postes décisionnels. Et c'est exactement de ce sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et je suis très contente parce que les conférences qui m'ont précédée l'ont quand même mentionné un tout petit peu. Plusieurs ont parlé des modèles. Et c'est justement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je dis souvent également qu'en me regardant, on sait d'emblée de quoi je vais parler. Je suis une femme, noire, immigrante. Donc, ce sont des aspects qui se rattachent à des causes que je soutiens aujourd'hui. Pourquoi? On pourrait se demander. Parce que je veux changer les choses. Heureusement d'ailleurs, parce que si on acceptait le statu quo, on l'a mentionné plus tôt, les femmes mariées au Québec auraient encore un statut de mineur. Les Noirs en Amérique seraient encore considérés comme des biens meubles. Et vous constaterez avec moi que ce sont quand même des changements relativement récents. Par exemple, pour les Noirs, même si l'abolition de l'esclavage à travers différents pays, ça s'est fait entre la fin du 18e et entre la fin du 19e siècle, il faudrait attendre quand même 1964 pour qu'on décide de mettre fin, ou du moins à l'écrit, à la ségrégation raciale. Pour les femmes au Québec, il faut attendre 1940 pour le droit de vote, 1964 aussi pour la fin de l'incapacité juridique des femmes. Donc, une femme mariée pourrait aller emprunter, mettons, à la banque sans l'autorisation ou la permission de son mari. Et il faudrait attendre également 1981. Je n'étais même pas encore née. Donc, tout assez récent, parce que je me considère encore très jeune, figurez-vous. Tout récemment, donc en 81, pardon, pour accorder aux femmes le droit de garder leur nom de famille, et aussi de le transmettre à leurs enfants. Donc, vous voyez, ce sont quand même des changements récents, mais cependant, au cours des 30 dernières années, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu une forte progression de la participation des femmes au marché du travail. Un chiffre, l'emploi féminin a cru à une proportion de 86 % au cours des 30 dernières années, donc de 80 à 2015, ce qui représente à peu près 3,5 fois celle de l'emploi masculin. Aussi, on remarque également que les femmes sont beaucoup plus présentes dans certains regroupements professionnels. Elles sont à 50 % représentées dans 5 regroupements professionnels en particulier, que ce soit, et ce qui est le plus significatif, je vous dirais, c'est le domaine de la santé, où la proportion atteint 80 %. Elle atteint également 70 % dans les domaines liés au milieu des affaires, de la finance, de l'administration. Les femmes sont aussi très présentes dans le domaine des sciences appliquées, des sciences naturelles, très présentes également dans le domaine de la vente, des services, de la culture, des arts, des loisirs, du sport. Si on veut, ça, je vous dirais, ce sont un peu les bonnes nouvelles. Donc, on a un peu mis la table, on a un peu fait le point. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour comparer un peu à la situation des hommes. On dit souvent, quand on se compare, on se console. Dans ce cas-ci, on va se désoler un peu. Tout frais, cette semaine, le Global Gender Gap, publié par le Forum économique mondial, disait que 2016 est la pire année en matière de parité homme-femme depuis 2008. Pourquoi? On va regarder la situation beaucoup plus au Canada, puisque c'est avec elle qu'on va beaucoup plus pouvoir s'identifier. Au Canada, un Canadien en 2015 a gagné, je vais essayer de me rappeler de chiffres, 54 441 $, alors qu'une Canadienne, elle, a gagné 35 869. Donc, ça veut dire pour chaque dollar gagné par un Canadien, une femme a gagné 65 sous. Vous êtes encore là? C'est bon. 36 % des Canadiennes occupent des postes de gestion, contre 64 % des Canadiens. Okay? Là, on va aller beaucoup plus au niveau du UN Gender Report à travers le monde. Les femmes représentent 66 % de la force de travail, produisent 50 % des aliments, mais ne gagnent que 10 % des revenus mondiaux. Je vous disais plutôt qu'en me regardant, je parle souvent des femmes, des Noirs ou des immigrants. Si on regarde la population immigrante dans le Grand Montréal, on représente à peu près 27 % en termes de population immigrante. On représente également 18 % de la population active, mais on n'occupe que 14 %
des postes de cadre. Donc, à peu près la moitié des immigrants occupent des postes à responsabilité aujourd'hui. En termes de minorités visibles, donc qui renvoient au groupe de Noirs, des Arabes, Latino-Américains, Sud-Asiatiques particulièrement, on remarque que le taux de chômage est beaucoup plus élevé parmi ce groupe-là. Et les femmes issues des minorités visibles sont encore plus défavorisées par rapport à cela parce qu'elles ont un taux de chômage bien plus élevé, que ce soit par rapport aux hommes de la même catégorie, des minorités visibles, mais également par rapport aux femmes qui, elles, ne sont pas issues des minorités visibles. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 13% de taux de chômage pour les minorités, pour les personnes issues des minorités visibles à travers la province, contrairement à 7% en temps normal. Et pour les femmes, c'est à peu près 8% de taux de chômage contre 5% pour les femmes qui ne sont pas issues de minorités visibles. Donc, on a un peu un comparatif par rapport à ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Oui, on peut se lamenter, on peut dire qu'il faut changer les choses, parce que oui, il faut changer les choses, le problème est réel, et je pense que nous avons en nous les outils nécessaires pour le faire. Mais surtout pour réaliser que l'intégration économique, une intégration économique réussie, c'est vraiment un enjeu stratégique pour nous permettre d'avoir une meilleure intégration, un meilleur développement personnel et aussi un meilleur développement de nos milieux. C'est aussi un facteur clé pour nous permettre une meilleure participation en tant que citoyen dans notre nation. Je vais également vous parler d'inspiration, parce que c'est ça aussi le thème de ma conférence, comment on peut s'inspirer. Pourquoi s'inspirer de modèles et comment les modèles peuvent avoir un impact sur notre vie. Je l'exprimerai ou je l'illustrerai beaucoup plus avec Modèle, le blog que j'ai créé il y a 5 ans maintenant. Je vous dirais qu'à l'époque, créer un blog sur la réussite des femmes en affaires, c'était quelque chose de bien, de cool. Mais c'était aussi comme faire du ski au mois de mai. C'était une bonne idée, mais pas vraiment. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, 6 prix et nominations plus tard, je suis très contente de voir qu'on s'inspire de modèles et modèles inspirent. Parce que c'est justement ce qui m'a amené dans cette démarche personnelle de vouloir m'inspirer de femmes, modèles de réussite, pour montrer un peu plus souvent qu'autrement des femmes, des personnes qu'on ne voit pas assez. Et on parle de représentation de femmes, de minorités visibles. Ce qu'on regarde également, ce qu'on essaie de regarder, c'est les médias, parce que les médias sont quand même, tendent à être le miroir un peu de la société et représentent un peu la perception qu'on a de nous et des autres. Et une petite illustration de ça, si on se fie aux médias, à la télévision, etc., ça, c'est une statistique de la presse récemment. Si on regarde les fictions québécoises, à peu près 5% des personnages principaux qui sont issus des minorités visibles. Une statistique qui stagne quand même depuis 2 ans. Okay? Donc, on voit quand même qu'en termes de représentation, les gens qui font partie de la société ne se retrouvent pas dans les modèles qu'on perçoit à la télé. Il y a une phrase qui résonne beaucoup dans ma vie personnelle ces temps-ci, et c'est également la citation que vous voyez à l'écran. C'est que vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. You can't be what you can't see. Et c'est vraiment une citation qui m'a amené à un peu regarder dans mon entourage et à voir un peu le résultat ou l'impact d'une phrase de la sorte. Parce que moi, je rêve toujours, je rêve beaucoup. Toute petite, je me rappelle, j'ai toujours rêvé d'être Oprah, même si aujourd'hui, ce n'a plus beaucoup d'importance qui je rêve d'être, parce que j'ai aussi rêvé d'être un des chevaux dans My Little Pony, pour ceux qui se... Donc, je sais que ma capacité à rêver, ça fait quand même intimement partie de ma personnalité, mais c'est aussi, je vous dirais, ce qui m'amène à développer mon ambition, à me reconnaître dans d'autres personnes et à développer cette vision, à vouloir me surpasser. Et c'est justement ce sur quoi j'aimerais qu'en tant que société, on travaille justement pour faire en sorte que des petites filles qui, comme moi, qui ne sont pas nées ici ou qui sont nées ici, puissent se retrouver et voir dans des personnes qu'ils voient à l'écran ou dans des personnes qu'ils voient dans la société, dans des postes décisionnels, pour qu'ils voient vraiment beaucoup plus de modèles auxquels elles peuvent s'identifier. Je vous dis ça aussi beaucoup plus, je fais
je fais ceci, ou du moins je parle de ces éléments. Une petite anecdote personnelle, c'est ma nièce de 4 ans, Zara, très mignonne. Et au fait, ça fait 4 ans qu'elle est ici au Québec, et les 2 premières semaines de son arrivée, elle est arrivée en décembre, et les 2 premières semaines d'après, elle est entrée à la garderie. Et je me rappelle les 2 premières semaines, oui, ça s'est passé dans les 2 premières semaines. On l'a traitée de sale, de noire. Et je vous dis ça en souriant parce que oui, ça a été un choc dans notre famille quand on l'a vécu. Mais sa réponse a été tellement adorable qu'on s'est dit, on n'a vraiment pas à s'inquiéter pour elle. Parce qu'elle a dit, je suis noire parce que je suis faite de chocolat. Et aujourd'hui, on en rit parce que pas plus tard qu'en mars dernier, elle m'a vue à la télévision. Et je me rappelle sa réaction. En fait, c'est sa mère qui m'a relaté sa réaction, qui m'a dit qu'elle a tout de suite pris son frère dans ses bras et dit « Ah, c'est possible, c'est possible ». Donc, je vous raconte cette anecdote justement qui est très personnelle et qui me pousse encore à aller de l'avant parce que je me dis, même si je n'ai pas d'enfant, mais ma nièce et d'autres petites filles qui me verraient et pourraient s'identifier à moi parce que c'est ça la force d'un modèle, c'est ça la force de croire en quelqu'un, de voir quelqu'un et de visualiser ce qu'on aimerait réaliser. Et c'est pourquoi, justement, je pense que c'est là où réside la véritable force pour s'inspirer de modèles de réussite. J'avais un exemple à vous citer. Je sais que je dois le lire parce que c'est une citation, donc je ne voudrais pas me méprendre en la lisant. C'est un exemple. Au fait, je voudrais vous tirer un exemple assez clair, un exemple très simple de comment on peut changer les choses. Il s'agit du rédacteur en chef de l'agence de presse Bloomberg News, Matthew Winkler, qui en 2014 a demandé à son équipe de citer plus de femmes dans leurs articles, en leur disant, et je cite, « Tous les reportages Bloomberg News doivent inclure au moins une citation de femmes et il serait préférable qu'autant d'hommes que de femmes soient cités comme source. Les femmes sont impliquées dans tous les secteurs que nous couvrons. Nos articles doivent donc refléter cette variété. » Je vous en parle parce que c'est à partir de ce moment véritablement que là, une base de données de femmes expertes a été créée, notamment en France. Et ce sont vraiment des petites méthodes, des petites mesures qui font en sorte qu'on voit beaucoup plus de femmes citées, qu'on voit beaucoup plus de femmes interpellées, appelées sur les plateaux de télévision, qui fait en sorte que des petites filles, des jeunes femmes puissent voir et croire que c'est possible, en effet, d'arriver à certains postes et d'arriver à certaines responsabilités. Et même plus proche de nous, à Montréal, c'est une entreprise que j'admire beaucoup, qui a lancé cette semaine une entreprise de vêtements pour hommes, depuis peu de vêtements pour femmes, qui a été créée par 2 hommes, Frank and Oak, pour ne pas la nommer, qui a lancé un fonds pour entrepreneurs et qui, dans les règlements de son fonds, qui décide de donner 50% des bourses à des femmes et 50% à des hommes. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut qu'absolument 50% de leurs fonds soient dédiés à des femmes et équitablement à des hommes. Donc, parce que, justement, ce sont des personnes qui croient en l'entrepreneuriat, oui, mais beaucoup plus en l'entrepreneuriat féminin, ils veulent le soutenir. Donc, ce sont des petits exemples comme ça que je trouve assez représentatifs de quelques exercices auxquels nous pouvons nous soumettre pour faire en sorte que les modèles changent, les modèles soient nés et surtout que notre jeune génération puisse être inspirée par ces exemples. Donc, ceci étant dit, je voudrais vous laisser avec un défi d'identifier autour de vous les modèles qui vous inspirent et surtout des modèles qui représentent beaucoup plus les différents visages de notre société parce que c'est vraiment ainsi qu'on pourra changer la donne, qu'on pourra changer vraiment notre façon de voir parce que you can't be what you can't see et c'est vraiment ensemble qu'on changera la donne. Merci.